tous. Je vous remercie, nous vous remercions de vous être connectés pour ce webinaire, donc à l'initiative de l'URPS Sage-Femme avec le GCS Santé que je vais laisser se présenter juste après et l'assurance maladie. Voilà, donc le but c'est de faire un petit topo sur les MSS, mon espace santé, voilà, pour les sages-femmes libérales de la région. Petite information, ce webinaire est enregistré. Donc si vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement, n'hésitez pas à couper votre caméra. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Peut-être juste pour nous présenter, et puis je passerai la parole à Nadjet. Côté groupement e-santé, donc le nouveau nom du GCS e-santé, nous sommes deux, donc Marion Bichet et moi-même, Lucie Humeau, à intervenir donc sur les sensibilisations, sur les messageries sécurisées, mon espace santé, et même plus largement à l'échelle régionale. Bonjour à tous. Et Nadjet. Euh, Bonjour à tous, donc Nadjet Boutelier, je suis chargée de projet en numérique en santé côté assurance maladie. Je suis basée au niveau de l'assurance maladie du 49 et j'assure la coordination régionale. Juste pour information, je vais assurer une autre présentation cet après-midi auprès de la commission paritaire des sages-femmes à partir de 15h30. Donc, je présenterai quelques slides de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Et puis, il y en aura d'autres aussi qui sont en parallèle et qui sont réservés plutôt à l'assurance maladie. Merci Nadjet. Et je réalise que j'ai pas présenté le groupement e-santé pour celles qui ne nous connaissent pas. On est donc un groupement de coopération sanitaire qui travaille à l'échelle régionale. On est missionné par l'Agence régionale de santé et financé par l'ARS et par nos adhérents. Voilà, on intervient de concert avec l'assurance maladie sur les sujets numériques. Pour les questions, je vous propose, si vous avez des questions, alors vous pouvez en poser dans le chat et puis on prendra des temps de questions-réponses à la fin de chaque partie. Euh, voilà, mais on peut peut-être dérouler les diapos, en tout cas de chaque partie avant d'arriver à vos interrogations. Sur le sommaire, en quelques mots, on va vous parler donc des messageries sécurisées de santé, vous informer un petit peu de là où on en est dans la région sur ces outils-là, comment est-ce que ça s'utilise, comment savoir si vous êtes équipé, etc. On vous parlera aussi de la messagerie sécurisée pour vos patientes, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi aussi possibilités d'échanger de manière sécurisée avec les usagers. On parlera aussi de la mobilité avec Nadjet, puisque c'est un sujet côté assurance maladie. Et puis si on a le temps, puisqu'on s'est donné un créneau d'une heure, si on a le temps, on vous parlera aussi de mon espace santé, donc très lié au DMP, dossier médical partagé. Voilà, donc ça fait un programme riche pour l'heure à venir. Donc je vous propose qu'on commence. Alors sur les messageries sécurisées de santé, donc MS Santé, quelques chiffres sur l'équipement en Pays de la Loire. On est aujourd'hui à des taux d'équipement qui sont assez élevés, hein, pour les établissements sanitaires, qu'on parle du secteur public ou clinique, on est à peu près 92%. Pour les sages-femmes libérales, vous êtes encore au-dessus, 93% d'équipement. Je parle bien d'équipement, hein, on n'est pas forcément sur un pourcentage d'usage, mais d'équipement. 98% des médecins libéraux et salariés. Et pour ce qui est des pharmacies, on est à plus de 80% des pharmacies de la région qui ont des boîtes aux lettres organisationnelles, donc c'est-à-dire des boîtes aux lettres partagées entre les salariés de la pharmacie. Il existe trois types de boîtes aux lettres MS Santé. Il y a ce qu'on appelle les boîtes aux lettres nominatives. Donc, comme son nom l'indique, c'est des boîtes aux lettres prénom, point nom, arrobase, avec le nom de domaine de l'opérateur, du fournisseur de MS Santé. Le prérequis pour pouvoir disposer d'une boîte aux lettres de ce format-là, c'est donc d'être habilité à échanger par MS Santé, hein. Tout le monde n'a pas accès à ce type de boîte aux lettres. Et il faut avoir donc un numéro RPPS, ce qui est le cas de votre profession. Euh, il existe aussi des boîtes aux lettres organisationnelles, comme je vous le disais à l'instant pour les pharmacies, donc c'est-à-dire des boîtes aux lettres partagées, hein, à l'échelle d'une structure ou d'une équipe, d'un cabinet. Donc là, c'est
un nom de service qui est donné pour définir la boîte aux lettres. Le prérequis, c'est d'avoir un finesse ou un siret. Il y a une évolution dont on va vous parler tout à l'heure sont les boîtes aux lettres de cabinet pour les structures sans finesse. Et enfin, il y a des boîtes aux lettres applicatives qui sont qui a priori ne sont pas celles qui vous concernez, hein. Ce sont des boîtes aux lettres qui font des envois automatiques. Donc là, c'est plutôt par exemple des établissements hospitaliers qui vont en sortie d'hospitalisation, par exemple, envoyer des choses de manière automatique aux patients. Mais voilà, vous êtes moins concerné par ce type de boîte aux lettres. Mais en tout cas, sur ces trois formats-là, on est bien sur des formats de boîte aux lettres sécurisés. Donc, il peut y avoir plusieurs fournisseurs différents. On va y revenir juste après. Et pour savoir avec qui communiquer par MS Santé, ça peut être assez large, hein. Donc, ça peut être des professionnels de ville, le GHT, donc votre groupement hospitalier de territoire, des cliniques et établissements privés, institutions publiques, enfin toujours du domaine de la santé, le médico-social et vos patients, donc via leur messagerie de mon espace santé. On y reviendra tout à l'heure. Donc je ne sais pas si c'est déjà des choses dont vous êtes familière, si vous avez déjà testé l'usage de ces messageries, hein. On voyait tout à l'heure qu'à l'échelle régionale, pour les sages-femmes, vous avez un taux d'équipement d'à peu près plus de 90%. Donc vous êtes sans doute déjà équipés pour plusieurs d'entre vous. Voilà, après, ce sera intéressant de savoir si vous les utilisez, si vous êtes plutôt en envoi de messages ou plutôt en réception, peut-être de compte rendu, de compte rendu d'hospitalisation, compte rendu de biologie. Enfin, voilà, à voir quel usage vous en faites. Un rappel qui est important, c'est que pour communiquer par ce biais-là, les messageries sécurisées, il faut obligatoirement que l'expéditeur et le destinataire soient équipés de MSS. C'est-à-dire que le fait de passer par une messagerie sécurisée va crypter l'échange, crypter les données qui sont échangées. Et donc, c'est indispensable que le canal soit, enfin que des deux côtés, l'adresse elle soit sécurisée pour que le cryptage soit fait. Donc, pour repérer une adresse MS Santé, il faut que le nom de domaine, donc ce qui est après le arrobase, contienne mssanté.fr. Donc, ça peut être formulé comme un arrobase xx.mssanté.fr, où vous avez aussi pour les professionnels qui utilisent AppyCrypt une formulation qui est un peu plus longue, là on vous l'a indiqué, mais en tout cas dans les deux cas, on est bien sur une adresse MS Santé. Et je précise, enfin, c'est important à retenir cette information parce que si vous posez la question de l'équipement ou non de votre interlocuteur, c'est vraiment ça le moyen de le savoir. Alors, sur la gestion quotidienne de votre boîte aux lettres, pour savoir si vous êtes déjà équipé, on peut parfois être équipé et ne pas le savoir. C'est sur l'annuaire santé qu'il faut se diriger. Donc, c'est un site internet. On va vous remettre hop, je peux vous le montrer, mais je suis pas sûre que vous voyez mon écran. Attendez. Hop, voilà. Donc, voilà, l'adresse est indiquée ici, annuaire.isanté.gouv.fr. On peut vous la mettre peut-être dans le chat. Et donc, c'est un annuaire public qui permet de recenser les coordonnées des professionnels de santé en France. Donc, si vous voulez rechercher un professionnel, savoir si vous êtes équipé ou non, donc vous pouvez renseigner voilà, votre par numéro RPPS ou nom d'exercice, prénom d'exercice. Et la base, l'annuaire vous remontera les profils existants. Et s'il y a un équipement MS Santé, ce sera indiqué dès la fiche, dès la première réponse qui vous sera faite. Donc, je vous invite, avant de demander la création d'une adresse, si c'était votre intention, à vérifier que vous n'êtes pas déjà équipé. C'est notamment les ordres qui ont ouvert pas mal de boîtes aux lettres.
à une période. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier si, s'il n'y aurait pas déjà eu une ouverture pour vous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs opérateurs, plusieurs fournisseurs de messagerie sécurisée de santé. Donc, via l'ordre des sages-femmes, vous pouvez disposer d'une boîte aux lettres sécurisée avec un opérateur qui s'appelle Mailiz. Et là, donc, le nom de domaine, donc après le arrobase, ce sera sage-femme au singulier.mssanté.fr. Ce sera une adresse nominative uniquement, donc prénom.nom. Via le groupement e-santé des Pays de la Loire, vous pouvez, donc opérateur de l'ARS, vous pouvez aussi disposer d'une boîte aux lettres. Alors, nous, on peut vous fournir à la fois nominative ou organisationnelle, donc partagée. Et là, le nom de domaine, c'est e-santébdl.mssanté.fr. Il y a également ApiCrypt, qui est sans doute un opérateur que vous connaissez bien. Il y a beaucoup de professionnels équipés de cette solution. Et là, le point d'attention, c'est vraiment sur la version d'ApiCrypt, hein. On va y revenir juste après. Il y a un point de vigilance puisque il y a encore certains professionnels qui sont équipés d'une version ApiCrypt qui n'est pas MSS. Et voilà, il y a éventuellement votre éditeur de logiciel qui peut proposer une solution de messagerie sécurisée. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que des MS Santé, il y en a plusieurs. À partir du moment où vous avez mssanté.fr dans votre nom de domaine, après le arrobase, c'est que c'est bien sécurisé. Pour modifier ou supprimer une adresse, au cas où vous en avez plusieurs qui sont indiquées sur l'annuaire santé, donc l'affichage est indiqué ici. Il se peut que vous ayez plusieurs lignes avec voilà, plusieurs adresses qui remontent. Si c'est le cas, vous pouvez, et que vous souhaitez réduire le nombre d'adresses, vous pouvez contacter votre fournisseur de messagerie. Ce sera à lui de faire la démarche de suppression. Et puis sur ApiCrypt, oui. Oui, une petite. J'ai regardé la dernière fois sur quelques fichiers. On voit bien que les sages-femmes, elles sont bien équipées en messagerie, même messagerie sécurisée. Par contre, on tenait quand même à faire une petite précision sur les messageries ApiCrypt. Comme on disait, il y a deux types de messagerie ApiCrypt. Il y a la messagerie ApiCrypt version 1 et la version 1, c'est une messagerie sécurisée, mais vous pouvez communiquer qu'avec des messageries ApiCrypt également. C'est tout. C'est juste entre ApiCrypt. C'est-à-dire si vous voulez communiquer avec une autre messagerie sécurisée comme type Milice ou e-santé, vous ne pouvez pas. Donc, il y a une limite. En plus, avec le Ségur, de plus en plus, les établissements, les professionnels de santé, les libéraux, ils sont équipés de plus en plus avec des messageries plutôt à MSS Santé. Donc, il faudrait disposer plutôt de la version 2. Donc, vous voyez hein, comment elle se prénomme cette version 2. La version 2, vous avez la notion interop-MSS Santé, qui est en plus par rapport à celle de ApiCrypt version 1. Pour être sûr que vous avez bien cette messagerie, vous pouvez dire que j'ai cette messagerie, mais il faudrait quand même vérifier qu'elle soit au niveau de l'annuaire santé. Donc, vous allez cliquer sur l'annuaire santé, vous mettez votre nom et prénom, vous allez voir est-ce qu'elle apparaît ou pas. Si pour vous, vous l'avez, la version 2. Si elle apparaît, ben, c'est très bien. Si elle n'apparaît pas, alors que vous êtes sûr que vous avez la version 2, il faudrait faire quelques manipulations. Donc, on vous a donné les indicateurs. C'est cocher la case interopérabilité au niveau des paramètres, activer les clés de décryptage. Normalement, ça, c'est comment dirais-je, c'est ApiCrypt, c'est la société, l'opérateur ApiSem qui doit vous guider pour faire cette manipulation. Mais en tout cas, si vous n'arrivez pas à la faire, et si ApiCrypt ne répond pas à votre sollicitation, n'hésitez pas à demander à nos délégués du numérique en santé qui seront à votre disposition. En fin de ce webinaire, on vous a mis des adresses pour pouvoir communiquer avec eux pour qu'ils puissent vous aider. Donc, on a fait quand même pas mal d'aide sur cette version avec, par exemple, les médecins. Oui, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que cette boîte ApiCrypt n'offre pas une boîte organisationnelle.
Donc ça, c'est important aussi de le savoir, c'est-à-dire vous pouvez avoir qu'une boîte nominative avec AppyCrypt. Je pourrais passer. Merci, Nedjet. Ben, je crois que ça fait la transition avec justement la suite. Mm. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade sur le fonctionnement ou des messageries sécurisées? Ou est-ce qu'on enchaîne? Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat ou nous les poser un peu plus tard. Donc sur la boîte aux lettres qu'on a appelée cabinet, en fait c'est une boîte aux lettres organisationnelle, mais qui va permettre à des structures qui, comme Lucille disait au départ, qui n'ont pas de finesse, donc qui théoriquement ne sont pas éligibles à une boîte aux lettres organisationnelle, donc à une boîte aux lettres partagée. Mais là, ça va permettre à ces structures d'en bénéficier. Donc, pour pouvoir en bénéficier, être éligible, hein, il faut bien sûr avoir un besoin, donc échanger des données sécurisées, enfin qui ont besoin d'être des données sensibles, qui ont besoin d'être échangées de manière sécurisée. Ne pas être éligible à une boîte aux lettres organisationnelle classique. Et puis avoir au moins un professionnel qui dispose d'un numéro RPPS, puisque la boîte va être créée sous la responsabilité d'au moins un professionnel qui a un numéro RPPS. Donc ça va être pour des organisations de santé, type cabinet de professionnels de santé de même profession ou cabinet médical de groupe, par exemple avec des secrétariats partagés. Euh, Si on passe à la suivante, voilà. Donc en fait, pour ces boîtes aux lettres, vous allez nommer un ou plusieurs cotitulaires. Alors on aura un titulaire principal hein, qui va être en charge de la création de la boîte aux lettres, notamment. Et puis ensuite, il va pouvoir désigner des cotitulaires. Tout cela seront entre guillemets responsables de la boîte aux lettres et pourront donc accéder aux messages qui sont dedans et puis aussi déléguer aux besoins à des délégataires. Et les délégataires, eux, auront un accès à la boîte aux lettres uniquement, mais pas forcément au paramétrage ni à la délégation pour d'autres personnes. C'est la différence un petit peu entre cotitulaire et délégataire. On vous a mis des exemples de schémas d'organisation juste après. Voilà, donc par exemple là à gauche, vous avez pour un cabinet infirmier avec trois infirmiers, donc ça peut être cabinet de sage-femme, hein, trois sages-femmes. Là, les trois ont besoin d'être cotitulaires. Euh, pour avoir accès aux mêmes informations, hein, et n'ont pas forcément besoin de déléguer à des secrétariats ou autres. Donc là, voilà, il va y avoir un cotitulaire principal et puis il va pouvoir nommer d'autres cotitulaires. Et à droite, on est dans le cadre d'un cabinet où là, on va avoir des médecins et puis du secrétariat médical. Donc là, les médecins seront cotitulaires et puis vont pouvoir déléguer l'accès à cette boîte partagée au secrétaire médical. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir une boîte aux lettres pour un cabinet ou un cabinet de groupe euh, si on a besoin d'avoir des informations partagées. Voilà, puisque l'accès, en fait, ce sera une même boîte aux lettres où chacun aura des accès personnels hein, avec un identifiant et un mot de passe personnel, mais pour se connecter à une même boîte aux lettres partagée. Alors, si vous êtes intéressé, c'est un petit peu ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, hein, plusieurs opérateurs peuvent le fournir. Alors, ce sera pas Maillis puisqu'ils ne font effectivement que des boîtes aux lettres nominatives, mais nous, le groupement, on peut en fournir. Et puis, sinon, peut-être que votre éditeur de logiciel peut aussi vous en fournir. Pardon, donc ce sera peut-être à revoir en fonction de vos besoins. Dans tous les cas, si vous souhaitez bénéficier de ce type de boîte aux lettres via le groupement e-santé, ce sera sans coût supplémentaire hein, via l'adhésion de l'URPS au groupement. Et donc vous avez juste à compléter un formulaire en ligne dont on vous a mis le lien, mais on vous le redonnera sur le site du groupement. Et puis donc sur ce lien d'inscription, vous allez indiquer le nom de votre boîte aux lettres, le numéro RPPS du titulaire principal, le nom des cotitulaires, des délégataires, etc. Euh, Quelques bonnes pratiques pour échanger par messagerie sécurisée, mais bon, ça on l'a déjà
plus ou moins dit, hein, l'annuaire santé qui va vraiment être un outil très important. Donc pour vous, pour aller regarder si vous êtes bien équipé, votre adresse, etc. Mais également pour aller trouver l'adresse de vos destinataires. Si vous souhaitez écrire à une pharmacie, un médecin, un infirmier ou une autre sage-femme, votre réflexe, ça doit être l'annuaire santé euh, pour aller trouver son adresse ou bien directement votre système de messagerie sécurisé. Parfois, vous avez, quand vous tapez le nom de de l'adresse, enfin du destinataire, vous avez le petit A. Parfois, vous pouvez cliquer sur le A des contacts. Et là, normalement, ça vous envoie, ça vous donne un accès directement à l'annuaire santé. Selon les logiciels, mais normalement, ça devrait être le cas pour tous. Donc voilà, annuaire santé ou directement depuis votre messagerie, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver les adresses de vos partenaires. Et j'ajoute une chose, nous, on échange de manière transverse avec les différents URPS, avec les établissements sanitaires, etc. Et dans les astuces autour de ce sujet MS Santé, on vous encourage vraiment à indiquer sur vos prescriptions, par exemple, votre MS Santé, pour qu'en fait, de manière assez simple aussi, un interlocuteur enfin, un confrère, une consoeur qui va avoir votre prescription peut savoir comment vous contacter, ou alors en signature mail. Alors, je ne sais pas si ça vous semble, si ça peut être pertinent pour vous ou pas, mais voilà, en tout cas, de mettre en visibilité votre adresse, puisque effectivement l'annuaire existe et voilà, il y a toutes ces manières de connaître les adresses de vos interlocuteurs, mais voilà, il y a beaucoup de canaux qui peuvent rendre visibles les adresses et plus vous les utilisez, plus le réflexe sera pris aussi chez vos interlocuteurs de passer par ce biais-là pour vous contacter. Je vois une question dans le chat sur la plus-value de l'adresse cabinet par rapport à la messagerie organisationnelle. Il n'y en a pas, c'est juste pour répondre à un besoin pour des cabinets qui n'auraient pas de numéro finesse au nom du cabinet et donc qui ne pourraient pas avoir d'adresse organisationnelle en fait. Ça nous a été beaucoup remonté, notamment par des médecins, hein. En fait, selon la structure juridique du cabinet, on n'a pas forcément de numéro finesse. Et si on n'a pas de numéro finesse, on ne peut pas ouvrir de messagerie organisationnelle. En fait, l'intérêt, c'est que si vous avez par exemple un cabinet où vous êtes deux ou trois à travailler tous ensemble, l'été arrive, il y a une personne qui va partir en vacances, et puis les deux autres qui vont être là et qui vont prendre la patientèle de la troisième sage-femme. C'est intéressant d'avoir une boîte organisationnelle pour récupérer aussi toutes les questions ou les documents, etc., qui vont être déposés pour la sage-femme qui est absente. C'est plus pour un travail quand vous êtes, si vous travaillez en groupe. C'est pas une obligation, hein. Ça a été beaucoup demandé par les infirmières, par les kinés, les kinésithérapeutes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très demandé et jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas le droit d'avoir une boîte organisationnelle. Mais on a pensé aussi qu'un groupe de sages-femmes, ça peut être aussi un groupe où il y a des sages-femmes, des gynécologues ou une sage-femme avec un médecin traitant, avec une secrétaire, pas forcément que la même profession, hein, bien sûr, hein. Mais c'est très particulier. Soit on a besoin, soit on n'a pas besoin. C'est pas du tout une obligation ou une recommandation pour tout le monde, hein. L'obligation, elle est vraiment de sécuriser ces échanges, pardon, mais donc avec une boîte aux lettres nominative, ils sont sécurisés, hein, voilà. Mais s'il y a un besoin de partage, c'est là où peut-être Mm. la boîte aux lettres organisationnelle peut être intéressant. Là, c'est une capture d'écran de l'annuaire santé, mais donc on vous invite vivement à aller regarder et à faire un test, soit de vous chercher, soit de rechercher une structure pour voir comment ça se présente. Mais voilà, là vous avez une capture d'écran. Et puis, donc ici, c'est un petit mémo des les règles essentielles qu'on a créées il y a quelque temps pour rappeler un petit peu voilà, bah, des règles essentielles, hein, comme son nom l'indique, sur la bonne pratique, la bonne utilisation des messageries sécurisées de santé, en règle générale, hein, pas que organisationnelles. Donc, on reparle de l'annuaire santé pour retrouver son correspondant. Vérifier que vos correspondants utilisent bien leur adresse MS Santé. Donc déjà, ce qui est noté, c'est bien de savoir que l'expéditeur et le destinataire doivent être équipés, puisque si vous êtes équipé mais que vous voulez écrire à une adresse non sécurisée, le message ne partira pas.
Donc peut-être la première fois que vous envoyez un mail sécurisé à une personne ou à une structure, s'assurer que la messagerie est bien lue, que c'est bien la messagerie sur laquelle il souhaite que vous communiquiez. Ne pas mélanger ses destinataires, donc dans un même email, on s'assure qu'on n'ait bien que des adresses MS Santé ou que des adresses non sécurisées, hein, si le mail ne comporte pas de données sensibles, mais on ne peut pas mélanger, sinon le mail ne part pas. Donc ça, c'est important à savoir. Soyez visible pour vos correspondants, donc vous vérifiez bien votre adresse dans l'annuaire santé, qu'elle soit bien disponible. Modifiez votre signature de mail en indiquant votre adresse MS Santé. Donc ça, effectivement, Lucille disait, ça c'est très important pour vos partenaires hein, de connaître votre adresse MS Santé directement. Vous pouvez le mettre aussi en en-tête de document, par exemple, sur vos comptes rendus. Et puis informez vos partenaires que dorénavant, vous privilégiez la communication par un canal sécurisé, donc par messagerie sécurisée. Si vous recevez un mail non sécurisé, bah, par exemple, vous pouvez préparer un retour de mail qui dit bah, à partir de maintenant, merci de m'écrire sur mon adresse sécurisée. Voilà. Ou bien contacter directement de vous-même vos partenaires, je ne sais pas, votre top 10 de destinataires en leur disant bah voilà, maintenant je suis équipée d'une adresse sécurisée et merci de passer par ce canal. Voilà, bien s'organiser pour que si vous avez une boîte aux lettres partagée, s'organiser pour que la boîte soit bien lue. Donc là, il y a des petites astuces, hein. Vous pouvez faire par exemple des notifications sur une adresse non sécurisée qui vous dit vous avez reçu un message sur votre adresse sécurisée, ce qui vous incite à aller la consulter si c'est pas encore vraiment rentré dans la pratique au quotidien. Paramétrer un message d'absence en cas de congé. Donc effectivement, là, vous allez pouvoir indiquer des messages. Alors si c'est l'objectif, c'est d'avoir une boîte aux lettres partagée hein, pour la continuité des soins, il n'y en aura peut-être pas besoin, mais ça existe. Euh, et puis veuillez n'avoir qu'une seule adresse de messagerie MS Santé à votre nom. Ça, c'est vrai que alors, parfois, c'est pas possible quand on a plusieurs activités. Mais dans la mesure du possible, c'est mieux pour ne pas perdre un petit peu nos interlocuteurs quand on va regarder sur l'annuaire santé, qu'on souhaite contacter un médecin et qu'il a trois adresses. Voilà, on ne sait pas forcément sur laquelle lui écrire. Donc c'est important d'aller vérifier sur l'annuaire santé comment vous êtes référencé et quelles adresses sont disponibles pour les personnes qui vont vous chercher. Alors, on arrive à la fin de la première partie. Euh, Ah, peut-être qu'avant de... euh, ou alors on fait les MS Santé citoyenne et puis ensuite on prend vos questions du chat. Ouais. En fait, j'ai répondu hein, au parallèle à quelques questions qui sont sur le chat. Enfin, pas à quelques, D'accord, je pense que j'ai tout vu, je crois. Est-ce Il n'y que ça y avait pas beaucoup, hein, donc c'était facile. ça marche. Bah, alors je te laisse la parole pour la suite. Merci. Voilà. Donc là, on va parler plutôt de la messagerie sécurisée citoyenne. Donc on l'appelle citoyenne, ça veut dire que c'est pas une messagerie où vous allez échanger entre professionnels de santé, c'est-à-dire entre vous et un autre professionnel de santé. C'est plutôt échanger entre vous et votre patiente. Comme vous le savez, 96% des assurés sociaux français ont eu une activation automatique de mon espace santé. On va dire le prérequis pour que la patiente puisse vous répondre via cette messagerie, il faudrait qu'elle ait activé son espace de santé. La différence entre la création automatique et l'activation, c'est que la création automatique permet aux professionnels de santé d'alimenter, d'aller consulter son espace de santé. Et l'activation de mon espace santé par le patient lui permet d'aller regarder dans son espace santé ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, pour écrire à votre patiente, par exemple, il faudrait qu'elle ait activé son espace santé pour qu'elle puisse vous répondre. Mais c'est pas un problème. C'est-à-dire, si vous écrivez directement à votre patiente et votre patiente n'a pas encore activé son espace santé, elle va recevoir un message qui va lui dire, un SMS ou un message qui va lui dire vous avez un professionnel de santé qui a essayé de vous contacter. Merci d'activer votre espace de santé. Donc, il y a plusieurs manières pour qu'elle le fasse. Sauf si vous avez échangé en préalable avec votre patiente et vous lui dites activez votre espace de santé pour qu'on puisse communiquer ensemble. Euh,
la patiente, vous allez lui dire c'est quoi votre numéro de messagerie sécurisée. Elle va vous dire peut-être, je ne sais pas. En fait, si elle regarde dans son espace de santé, dans la rubrique messagerie, nos messageries sécurisées, elles se ressemblent toutes. C'est le matricule INS du patient, patient.msssanté.fr. Donc, le matricule, donc pour les ouvreurs de droit, quand on dit les ouvreurs de droit, c'est ceux qui sont rattachés directement à l'assurance maladie ou une autre assurance, peu importe laquelle, c'est le matricule qu'on trouve dans la carte vitale. Mais par contre, si on parle par exemple des enfants qui sont ayant droit de de leur maman, par exemple, ou de leur papa d'ailleurs, là, le matricule, c'est pas celui de la carte vitale. C'est-à-dire, il faut aller le chercher, soit à l'intérieur de la carte vitale, quand vous allez cliquer sur la carte vitale, vous allez chercher les enfants, c'est quoi leur matricule, ou sinon, bah, il y a les attestations de droit qui peuvent aussi afficher directement le matricule. Ou sinon, via mon espace santé, elle va aller regarder, elle va trouver son adresse qui sera affichée dans mon espace santé. Donc, ce qu'il faut savoir pour votre profession, c'est que un échange ne peut être initié que par un professionnel. C'est-à-dire, pour ne pas être envahi, on va dire, par les messages, hein, c'était quelque chose qui a été négocié avec les partenaires, hein, des professionnels. C'est que les partenaires, ils ont voulu que ça soit initié principalement par le professionnel. Donc, c'est à vous d'envoyer, par exemple, un premier message et puis après, vous allez laisser ce message ouvert pour qu'il puisse vous répondre et échanger avec lui. Vous pouvez aussi décider à partir d'un premier message de dire, bon, moi je vais lui envoyer par exemple un rendez-vous, mais je ne veux pas après qu'il me réponde, ce patient, il ne faut pas qu'on reste avec une communication toujours régulière. Vous allez envoyer un deuxième message avec dans l'objet ce que vous voyez là entre crochets le mot fin, F-I-N en majuscule, et les crochets c'est le CTRL-ALT-5, c'est des crochets, c'est pas entre parenthèses. En deuxième message, avec un message au fait vide, pour bloquer la communication. Cette manipulation, j'avoue, elle peut être un peu chronophage parce que vous êtes obligé si vous voulez bloquer, vous êtes obligé de faire deux messages. Avec le Ségur qui va à les prochaines évolutions de vos logiciels, il va plus avoir cette deuxième manipulation, ce qui est le fin, c'est-à-dire quand vous allez envoyer un message, vous allez avoir un bouton pour dire après j'envoie mon message, j'attends la réponse et après je bloque ou j'attends même pas la réponse, hein, je bloque la conversation. Donc ça, c'est une évolution qui est prévue avec une case à cocher dans les logiciels. Voilà globalement, et ça c'est intéressant parce que je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement, par exemple avec l'hôpital du CHU d'Angers. C'est la case suivante. Ah non, pas encore. Ça, c'est juste quelques exemples, hein. C'est-à-dire, moi, autant que patiente, je reçois un message de Christelle Thomas. Voilà. Vous voyez bien que la messagerie sécurisée du professionnel n'apparaît pas. Vous avez juste le nom. Donc, je ne peux pas, moi, récupérer votre messagerie et vous envoyer d'autres messages, même si je ne peux pas, mais enfin, je n'ai même pas connaissance de votre messagerie. Donc, du coup, je vais vous répondre. Et puis, je vous écris un mail et puis je vous envoie le message et vous allez recevoir dans votre messagerie sécurisée. Donc, voilà globalement comment ça se voit sur mon espace santé. Donc, vous voyez, pardon, je ne vous ai pas montré juste l'adresse qui apparaît tout à fait en haut. Donc, INS, on n'a pas mis l'INS ou le matricule d'une personne, mais normalement, c'est le matricule de la personne à qui vous allez écrire. On peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est un parcours dont j'ai accompagné le service AMP, donc l'aide médicale à la procréation, du service de CHU d'Angers. Donc, on a fait un petit test parce que j'avais présenté mon espace santé à ce service. Et puis, le service, il était très intéressé par l'utilisation de cette messagerie sécurisée avec la citoyenne. Donc, on a mis en place un protocole.
Donc, je vous passe un peu, parce que cette vision que vous êtes en train de regarder, c'est plutôt l'usage de tous les services numériques. C'est-à-dire, on commence par, quand la patiente arrive au niveau du secrétariat, on va qualifier son identifiant national de santé, donc pour avoir le bon patient, c'est-à-dire pour communiquer avec le bon patient et qu'on ne se trompe pas de patient. On va enregistrer cette patiente dans le dossier patient qui s'appelle ici MediFirst. Et puis après, la gynécologue de ce service, elle va pouvoir consulter le DMP avec tous les documents, enfin l'antécédent qu'elle peut trouver, le volet de synthèse médicale du médecin généraliste qui l'a déposé, les comptes rendus de biologie, de radiologie, elle peut tout consulter. Elle peut transmettre le compte rendu qu'elle va faire le gynéco de l'hôpital, soit à la gynéco libérale, soit à la sage-femme libérale. Donc, elle peut toujours transmettre des comptes rendus. Elle peut aussi les déposer dans le DMP. Et puis après, elle va prescrire forcément des radiologies, des biologies, etc. Elle va les déposer aussi dans le DMP. Et vous avez la vision du patient tout à fait en haut, en bleu. C'est que le patient, il va aussi recevoir dans son espace de santé les comptes rendus de biologie et de radiologie. On arrive chez le gynéco par rapport à la deuxième consultation. La deuxième consultation, la gynéco, elle va prendre une décision du protocole. Donc, ce protocole, il va être mis aussi dans le DMP, que vous, autant que sage-femme, vous pouvez aussi le regarder et elle va inviter la patiente à se rapprocher d'une sage-femme. Donc, ça peut être une sage-femme. Donc, dans ce cas-là, pour l'aide à la procréation, c'est une sage-femme qui est plutôt au sein de l'hôpital. Donc, elle va se rapprocher de cette sage-femme. Cette sage-femme, elle va faire une téléconsultation avec la patiente. Elle va lui expliquer l'application Vistine. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une application, c'est une application d'aide à de fertilité, comment on appelle ça, de suivi de cycle et de stimulation ovarienne. C'est une application de fertilité. Et elle va lui expliquer en même temps qu'elle va commencer à communiquer avec elle via la messagerie citoyenne. Donc, elle va lui donner le flyer si elle n'a pas encore activé son espace de santé. Elle va démarrer la conversation. Donc, ça veut dire que la sage-femme, elle va lui envoyer un message à la sage-femme plutôt, pardon, à la patiente pour qu'elle puisse lui envoyer les ordonnances au fur et à mesure du programme de l'aide à la procréation. Voilà, et c'est quelque chose qui roule maintenant. C'est un projet qui a pris quand même pas mal de temps parce qu'il fallait quand même que tous les systèmes d'information fonctionnent, qu'il y ait un protocole avec les patientes. Moi, je passe régulièrement déposer des flyers. Enfin, il y a eu beaucoup de communication avec le service, avec les médecins, avec les biologistes, les radiologues, les sages-femmes, les secrétaires. Donc, il y a eu pas mal de travail en amont. Actuellement, si je vous fais quelques métriques sur un semestre, hein, on a évalué sur un semestre, on a 33% de la patientèle qui rentre dans ce dispositif et qui communique avec leurs patients. Donc, quand je dis 33%, le taux la patientèle, elle était de 454 patients. Donc, 33% de ces 454 patients communiquent avec la messagerie citoyenne. Je suis passée il n'y a pas très très longtemps pour récupérer pour leur déposer des documents et le retour il était vraiment très bien. Et puis les sages-femmes elles sont très contentes et même les patientes elles sont très contentes de communiquer via une messagerie sécurisée. Et on a eu 45 DMP qui ont été consultés. Et il y a eu aussi sur toujours cette petite période de 6 mois 80 documents consultés. Principalement, ce sont des documents de biologie et de radiologie. Voilà un peu le retour d'expérience. Le but de ce parcours, dans un premier temps, donc il est en routine, c'est-à-dire qu'il marche très bien au niveau du CHU. C'était aussi pour vous inciter à utiliser aussi la messagerie citoyenne avec votre patiente au niveau ville. Ça vous permet aussi de consulter tout ce que ce service du CHU utilise. Et le but, c'est de le généraliser au niveau régional. Et demain, d'ailleurs, la semaine prochaine plutôt, jeudi prochain, je vais présenter ce parcours au niveau national. Donc c'est quelque chose, voilà, qui petit à petit, il va prendre toute sa place au niveau, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national.
Ce que vous voyez ici, c'est vraiment un flyer qu'on a fabriqué spécifique à ce service, hein. Donc, on a fait quelque chose de didactique, on va dire, qui est plutôt à destination. Donc, on l'a présenté, je l'ai distribué d'ailleurs aux patientes. Et puis, lors de la téléconsultation, comme je vous disais tout à l'heure, les sages-femmes donnaient et envoyaient via la téléconsultation ce document pour qu'ils comprennent un peu aussi comment ça marche à l'intérieur de ce service. Et c'est un document aussi qui a été envoyé à tous les référents du service AMP pour expliquer à tous les acteurs du service comment ils vont fonctionner avec la messagerie sécurisée et le DMP dans ce service. Très bien, moi j'ai fini, c'était juste pour vous informer. En tout cas, si vous avez des patientes qui n'ont pas compris comment activer leur espace de santé, je comprends très bien, vous n'allez pas prendre votre temps pour expliquer ça aux patientes comment activer leur espace de santé. Il faudrait les envoyer vers le 3422 que vous voyez là sur la gauche. Le 3422 permet d'accompagner la patiente dans l'activation de mon espace santé. Je pourrais passer, Lucie. Oui, voilà. Quelques informations sur la mobilité. Donc, voilà. Donc, vous avez tous compris, hein, le terminal lecteur applicatif a rendu de très bons services à votre profession, mais malheureusement, il devient obsolète. Donc, il devient obsolète et on peut plus l'utiliser. Alors, c'est pas qu'on peut plus l'utiliser, c'est qu'il faudrait commencer à réfléchir à une autre, on va dire, à un autre type d'application pour pouvoir travailler en mobilité. Pour moi, votre profession ne travaille pas beaucoup en mobilité, mais bon, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, bien sûr. Donc, pourquoi changer le TLA? Tout simplement parce qu'il ne permet pas, par exemple, de lire l'application Carte Vitale, par exemple, qui est, qui est en déploiement déjà depuis l'année dernière. Elle a été généralisée au niveau national, donc vous aurez forcément quelques patientes qui vont commencer à utiliser l'application Carte Vitale, donc ça va être un peu compliqué. Encore, on va dire l'application Carte Vitale, c'est un peu trop tôt, on le dit parce que ça serait pas mal d'anticiper, mais c'est surtout c'est d'accéder aux téléservices de l'assurance maladie qui sont de plus en plus, ils montent en sécurité et cette sécurité ne suit pas, je dirais, le TLA, ne suit pas ce que vous utilisez avant, notamment sur l'acquisition des droits, la DRI. Il y a aussi, elle ne gère pas aussi la gestion de la part complémentaire. Elle est bridée aussi, hein, le TLA est très bridé, il ne permet pas de la prise en compte des nouvelles fonctionnalités parce que dorénavant, dans le prochain Ségur, vous allez avoir de pouvoir déposer, par exemple, dans le DMP, vous allez faire déjà des ordonnances numériques. Vous allez devoir déposer des bilans, vous allez devoir déposer des certificats de manière ergonomique et facilitée, qui va arriver bientôt. Donc tout ça n'est pas porté par le TLA, d'où la demande du changement. Tu peux passer à la prochaine, voilà. Donc l'assurance maladie, elle va continuer à accepter les factures sécurisées par les TLA, bien sûr, pour tout changement, c'est-à-dire pour trouver d'autres solutions. Moi, je ne peux pas vous conseiller une solution particulière parce que je travaille à l'assurance maladie et voilà, c'est pas à moi de vous donner des noms j'ai mon ordi qui collègue. Je ne peux pas vous conseiller une marque particulière. En tout cas, vous avez deux solutions. Vous allez appeler déjà votre éditeur de logiciel qui va pouvoir vous conseiller une solution de mobilité. Vous avez aussi le lien que je vous ai déposé pour pour vous puissiez regarder le catalogue. Alors, il y a un catalogue il est énorme, il y a plein de possibilités de location, d'achat, plein de solutions. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que
Une fois que vous avez appelé votre éditeur, il va vous proposer plusieurs solutions ou une solution, peu importe, de contacter votre DNS. Il va vous aider à conforter, je veux dire, votre décision, à conforter aussi, à vous donner aussi des petites pistes qui sont peut-être un peu moins chères, des solutions un peu hybrides en vous connectant avec tel ou tel lecteur. Il va vous demander quelle est il va voir avec vous quelle est la situation la plus, on va dire, rentable pour vous et la moins chère. Mais sur place, c'est-à-dire ça sera difficile de le faire aujourd'hui au niveau du webinaire. Donc, n'hésitez pas à appeler le délégué du numérique en santé de l'assurance maladie. Il pourra vraiment vous guider, hein, parce que j'ai vu ça avec eux hier. Et c'est vraiment, il y a une possibilité de vous guider au plus près de votre situation et ce que vous utilisez comme, est-ce que, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, d'utiliser une tablette parce que 50% de votre activité, elle est plutôt en mobilité ou pas, voilà. Donc c'est tout ça. C'est une question qui se pose pour tous les professionnels de santé, y compris les médecins qui font aussi de la mobilité, hein. Donc vous êtes plutôt sur deux formats. Il y a une format de tablette ou le dernier format Néo qui s'appelle Néo de dernière génération, qui est vraiment spécifique aux médecins et aux sages-femmes d'ailleurs, hein, les deux. Mais bon, après, il faut regarder au niveau du prix, par rapport aux familles, ce que vous recevez et comment vous allez pouvoir euh, rembourser tout ça. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait travailler vraiment au plus près de votre activité. Tu pourrais passer. Oui. Et je précise qu'on vous a indiqué les coordonnées. Nedjet parle des DNS, donc c'est des coordonnées par département et on vous les a mises dans le support. Donc vous les aurez pour chaque département pour savoir à qui vous adresser. Alors, un instant, je coupe le partage pour voir si Voir les questions. voilà, avant qu'on passe dans les 10 minutes qui nous restent, pour vous dire quelques mots sur le dossier médical partagé. Euh, mais voilà, est-ce que c'est bon pour vous pour qu'on passe à cette partie-là ou est-ce qu'il y avait des questions peut-être en... Alors, il y avait quelques questions. Hop. Si vous avez déjà l'INS dans vos logiciels, une fois l'INS qualifié, l'adresse. Ah non, ça c'est Marion qui répond. Oui, voilà, j'ai essayé de Pardon. répondre un petit peu aux questions Oui, au très fur et bien. à mesure. Donc, il y avait des questions sur le format de l'adresse, effectivement, pour les Ouais. patients. Donc, c'est bien l'INS du patient, arrobase patient.mssanté.fr. Et ça, ce qui est après l'arrobase ne change pas, hein. Il n'y a pas à adapter le mot patient avec le nom. Et voilà, je précisais juste, en fait, avec l'INS dans les logiciels, normalement, vos éditeurs peuvent permettre la création de l'adresse, de cette adresse automatiquement, en fait. Donc c'est en fonction de où en sont vos éditeurs de logiciels et vos logiciels par rapport aux mises à jour, hein, mais liées au Ségur. Donc on sait que pour vous ça va arriver, hein, vous allez avoir des mises à jour qui vont arriver prochainement, mais voilà, je ne sais pas si vous avez déjà l'INS ou pas dans le logiciel. En tout cas, si vous l'avez, peut-être que l'adresse est déjà créée automatiquement. Mm. Pour les domiciles, pour les Prados, oui, je vois. Après, il faut voir aussi, enfin, voilà, le rapport, on va dire, par rapport à vos déplacements. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Je pense que c'est ça qui va évaluer le DNS. Parce que si je vous parle, par exemple, de l'outil Néo qui est dernière génération, sincèrement, si c'est pour si c'est quelques, bien sûr, hein, quelques déplacements de Prado, je pense pas que ça soit lui qu'il faudrait acheter, parce que je pense il est quand même assez onéreux pour juste quelques consultations de Prado. Après, je me permets de dire juste, mais peut-être que vous en avez beaucoup, hein, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Et je pense qu'ils sont de très très grands conseils, mais je vous conseille aussi de voir d'abord la proposition de l'éditeur, et c'est avec cette proposition que vous allez contacter le DNS, de dire, ben voilà mon éditeur ce qu'il m'a proposé, et qu'est-ce que vous me conseillez. C'est ça, au fait, qui peut vous dire. Mais lui, directement vous dire, faites ça ou faites ça, au fait, en gros, on ne peut pas travailler comme ça. On est un service public et on ne travaille pas en concurrence avec les éditeurs. Mais par contre, il peut tout à fait vous conseiller, il n'y a aucun problème. Alors, je mets mes comptes rendus de consultation Oui. gynéco en particulier sur le DMP.
avec accord du patient. Peut-être que tu as répondu, c'est pour ça Oui, que... oui, oui, j'ai répondu. En fait, effectivement, il y a un message enfin, ça, il y a un blocage ou un refus pour l'alimentation. Donc, ce que j'ai répondu, hein, c'est qu'il faut bien l'INS qualifié pour alimenter. Si c'est le cas et qu'il y a toujours un message bloquant, c'est peut-être un paramétrage du logiciel. Voilà, faudrait revoir En fait, avec ouais, votre il faudrait éditeur. voir qu'est-ce qu'il vous dit. Parce que quand vous Mm. me dites refus, généralement, c'est pas un refus comme ça. Vous avez un message standard qui va vous dire votre patiente s'est opposée. J'ai une slide comme ça par rapport à ça. On pourrait peut-être la rajouter a posteriori sur les motifs de refus. Oui, parce Euh, que donc effectivement, juste pour repréciser, là vous dites que vous avez l'accord de la patiente, hein. Pour l'alimentation, en fait, c'est juste une information qu'il faut donner auprès de vos patients, hein, de juste informer que vous allez alimenter leur espace santé. Le patient peut s'opposer. S'il a un motif légitime, hein, pour s'opposer à l'alimentation du DMP avec vos comptes rendus, il a le droit de le faire. Et en revanche, l'accord du patient, là, c'est obligatoire pour la consultation du DMP. Quand vous en serez au moment de la consultation du DMP, là, il faut vraiment l'accord oral du patient. Pour l'alimentation, une information est suffisante. on a une diapo d'ailleurs pour ça, hein, qui explique ça. La Et Nadjet, consultation. il y avait aussi une demande pour bon, avoir notre présentation. Il y a, ça, bien sûr, il n'y a pas de souci, on vous la transmettra. Et pour des flyers ou des affiches, j'ai indiqué peut-être de voir avec le DNS. Je ne sais pas si les DNS peuvent rapporter des flyers et des affiches. Est-ce que tu confirmes? Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, Ouais. donc c'est bien ça. Alors, il nous reste peu de temps, mais dans les quelques minutes qui restent, du coup, on peut peut-être juste en quelques mots essayer de vous présenter euh, des informations sur le Alors, dossier de la hypertension. dérogation pour les dégradés, juste pour une Oui. information, comme je disais tout à l'heure, on est en commission paritaire locale cet après-midi. Je sais que cette question, elle a été posée. Elle n'est pas au niveau local. On ne pourra pas la traiter au niveau local parce que c'est au niveau local ou même régional, hein. La question, c'est un, comment dirais-je, c'est une tolérance dans l'utilisation de scores, a priori par la CNAM. En tout cas, la caisse primaire, les caisses primaires s'engagent à remonter cette question au niveau national. Après, la réponse, je ne peux pas vous la donner aujourd'hui parce qu'elle va être débattue cet après-midi d'ailleurs. Ok. Euh, alors, je reprends la main sur le partage pour donc Oui, vous dire quelques mots de mon espace santé. On a commencé à vous en parler là au travers de la messagerie citoyenne. Euh, alors, dans les 5 minutes qui restent, on va essayer de faire rapide, mais rapide. voilà, en tout cas, Ouais, je vais essayer de faire une phrase voilà, rapide sans rentrer dans les détails. Est-ce que ça tu peux me marche. mettre juste en grand parce que je vois Oui, vraiment ça pas. y est. Ouais, Voilà. c'est bon. C'est juste que le but, actuellement, mon espace santé, il est bien développé, on va dire, hein. Il y a pas mal de choses qui sont à l'intérieur, notamment le parcours grossesse qui vient de sortir depuis le mois de septembre. Et puis, on a déjà 40 000 parcours grossesse renseignés dans le profil de mon espace santé. Voilà. Donc, le but maintenant, c'est d'équilibrer et de synchroniser les logiciels, l'évolution du portail Amélie Pro avec mon espace santé pour qu'il y ait une synchronisation entre les deux. Par exemple, aujourd'hui, le parcours grossesse, c'est la patiente qui va pouvoir alimenter le parcours grossesse. Demain, c'est ce qui va être alimenté dans Amélie Pro et dans les logiciels des professionnels de santé. Il va pouvoir s'intégrer dans mon espace santé. Voilà. Alors quand je dis demain, normalement, au plus tard, on va dire l'année prochaine, ça sera courant 2026. Voilà, cette évolution. Vous voyez bien dans la colonne du milieu, évolution LGC, AMG et pédiatre. Pour l'instant, parce qu'au fait, le Ségur, il est déjà déployé, les exigences sont déjà déployées auprès des médecins généralistes et des pédiatres. Euh, on les attend, le Ségur sage-femme, on l'attend avec impatience. Ça a été dit que c'était fin décembre, voire le premier mois voire plutôt janvier 2026. Donc, on les attend avec impatience
pour alimenter tous les comptes rendus et les 20 examens obligatoires, les certificats, plus vos bilans dont vous êtes comment dire, producteur de ce document. Vous allez pouvoir les alimenter de manière automatique et beaucoup plus facilement dans le DMP. Aussi, il y a des évolutions au niveau du DPI, c'est-à-dire au niveau des logiciels des établissements. Tu peux passer à la deuxième. Voilà, donc il y a un appel à projet qui a été lancé au niveau des établissements, notamment celui du CHD de la Vendée et la clinique Saint-Atlantique Elsan, pour justement travailler sur les certificats du 8e jour, et aussi accompagner l'activation de mon espace santé des parents et des enfants. Donc, il y a tout un travail aussi des établissements pour synchroniser tout ce monde-là, le monde libéral, les établissements, plus mon espace santé. Tu pourrais passer. Oui. Alors, parce qu'effectivement, donc comme vient de le présenter Nadjet, sur l'espace santé, il y a tout ce qui est alimentation. Donc c'est en cours avec voilà tout ce qui est fait sur vos logiciels. Il y a aussi une utilisation via la consultation du dossier médical partagé. Donc juste pour resituer, le dossier médical partagé, il est intégré à l'espace santé, c'est-à-dire que dans mon espace santé, dans le profil qui est visible par le patient, il y a plusieurs onglets, dont la messagerie par exemple dont on a parlé, et il y a un onglet documents. Et donc le DMP, c'est cet onglet documents. Donc vous, en tant que professionnel, quand vous accédez au DMP d'une patiente, vous accédez à l'onglet documents de son espace santé. Donc les deux termes sont très liés. Et en quelques mots, donc ça c'est une matrice d'habilitation. Donc vous êtes une profession habilitée à accéder au DMP des patientes, et cette matrice, en fait, si vous voulez, chaque profession qui accède au DMP va avoir en visibilité les documents qui lui sont ouverts. Et vous, en tant que sage-femme, vous avez, si vous voulez regarder le détail de la matrice, on a mis le lien. Mais voilà, en tout cas, vous vous connectez au DMP avec votre CPS. Alors, on va pas avoir le temps de développer, hein, mais c'est une connexion sécurisée par CPS carte physique ou l'application smartphone ICPS. Mais en tout cas, la connexion au DMP, donc dmp.fr, se fait bien via la carte qui permet que le système identifie votre profession et vous donne accès ou non. Donc, en tant que sage-femme, vous aurez bien l'accès, hein. Mais du coup, ensuite, il y a des documents qui sont filtrés. Enfin, voilà, ce qui est en visibilité comme document est filtré par votre profession. Et vous avez accès à pas mal de choses en tant que sage-femme. Donc voilà, on n'a pas le temps de développer davantage, mais si vous voulez tester, c'est le site dmp.fr, hein, sur un navigateur Internet classique. Bon, il faut bien entendu être inscrit au Conseil de l'Ordre, mais je pense que pour des professionnels libéraux, il n'y a pas de souci. Pardon, être en possession de sa carte CPS, voilà, c'est ça que je pense qu'en tant que professionnel libéral, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous a remis des liens qui peuvent vous aider si jamais il y a des blocages avec votre carte, hein, le contact de l'agence numérique en santé s'il y a quelque chose à débloquer. Vous aurez tout ça sur le support, je m'étends pas davantage, mais voilà, je vous invite à tester la connexion à dmp.fr pour voir à quoi ça ressemble. C'est relativement simple d'usage, hein. Nous, on le présente à pas mal de professionnels et vous verrez, c'est simple. J'attire simplement votre attention sur la question du consentement du patient. Autant pour alimenter, comme le disait tout à l'heure Marion, pour alimenter, donc envoyer un document vers un DMP, il n'y a pas besoin du consentement. C'est simplement une information, mais pour consulter un dossier patient, vous entrez vraiment dans le DMP, vous entrez dans l'historique de santé de votre patiente. Donc là, il y a un consentement à demander. Donc si vous le faites en consultation, bon bah vous pouvez le demander en direct à votre patiente et c'est une case à cocher en fait quand vous arrivez sur son DMP. Voilà, ou ça peut être fait par un autre moyen, hein. Ça peut être peut-être avant la consultation, envoyer un courrier, ou enfin voilà, à vous de voir quel est le moyen le plus simple de recueillir le consentement. Mais en tout cas, voilà, j'attire votre attention sur le fait que c'est des données sensibles, hein, les DMP. Vous avez vraiment accès à l'historique de santé de votre patiente, donc c'est important d'en parler avec elle et de recueillir son consentement pour qu'elle sache que vous l'utilisez. Et sachez que les connexions, enfin les consultations au DMP sont tracées. Donc votre patiente, si vous consultez son DMP, votre patiente, elle reçoit un mail en lui disant un professionnel a consulté votre espace santé. Voilà, c'est un moyen qui a une certaine traçabilité et qui n'est pas d'abus, on va dire.
Voilà, et l'interface ressemble à ça. Mais au vu de l'heure, je pense que ça va être un peu compliqué d'aller plus loin. Mais vous aurez les diapos de toute façon dans le support qui vous sera envoyé. On vous a fait plusieurs captures d'écran. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent sur la consultation du DMP ou, voilà, ou sur tout le contenu de la présentation, de toute façon, nos coordonnées sont à la fin du support, donc n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner sur ces outils-là. Donc, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi le support du parcours grossesse qui est pas voilà, des schémas un peu rapides aussi à pouvoir lire. Et puis j'ajoute juste une chose, c'est que alors pour des patientes pour lesquelles, enfin que vous rencontrez dans le cadre d'une grossesse, c'est vraiment enfin, des parcours dans lesquels mon espace santé aujourd'hui est de plus en plus utilisé. Donc même des personnes qui l'ont pas activé, enfin des femmes qui ne l'ont pas activé avant leur grossesse, en général, pour l'avoir vécu récemment, il y a pas mal on reçoit pas mal de mails justement qui En passent par relation. l'espace santé. Donc en fait, la chance que votre patiente connaisse l'outil et l'ait activé, elle est quand même plus importante, je pense, qu'avec un patient âgé ou voilà, qu'avec d'autres patientèles, enfin d'autres tranches d'âge ou tranches de vie dans lesquelles il y a peut-être moins de recours à ces outils-là. Mais je pense que pour ce qui est de vos patientes, en tout cas dans le cadre d'une grossesse, c'est quand même un outil qui est de plus en plus mis en visibilité. Je pense qu'il faudra un autre webinaire sur la consultation, l'alimentation et la consultation du DMP. Voilà. Je lance une perche à Madame Bouchereau. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Oui, donc pour un nouveau, j'ai un oui, je suis d'accord, merci pour un nouveau webinaire dans le chat. Donc, on prend tout. De toute façon, vous aurez un petit questionnaire en retour de mail avec aussi le support pour savoir voilà, sur quelle thématique et si vous souhaitez plus d'informations. Comme ça nous permettra avec le GCS et l'assurance maladie voilà, de vous proposer de nouveaux temps si vous le souhaitez. Je vous remercie pour cette présentation. Je vous remercie Merci à vous. également à vous, Sachem, pour y avoir assisté.